Salut et bienvenue sur Anakaland pour cette review du dernier épisode d'House of the Dragon, l'épisode 7 intitulé La Marque. Fief des Vélarions où va se dérouler la totalité de l'épisode et dans lequel beaucoup d'enjeux vont se jouer entre tous les personnages réunis pour un funeste événement. En effet, presque aucune ellipse n'a eu lieu entre cet épisode et le précédent. On y retrouve la famille royale pour les funérailles de Laena, décédée dans les derniers instants de l'épisode 6. D'ailleurs, en ce qui concerne les circonstances de sa mort, je me suis un peu emballé car je n'avais pas saisi que son enfant était déjà mort, car cela n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi irait-elle tuer son enfant pour simplement avoir une belle mort ? Pensez à vous abonner et comme toujours, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, foncez vite le voir. Sinon, on continue. L'épisode s'ouvre d'abord avec le bruit des vagues sur la côte de la Marque, où se déroulent les funérailles de Laena Velaryon en présence de toute sa famille et du reste de la cour. Avec un bel éloge funèbre prononcé en haut valyrien par l'oncle de la défunte jusqu'à ce qu'il soit interrompu par les ricanements de Daemon sur des mots disant que le sang Velaryon ne sera jamais dilué. Ça commence bien, alors que Rhaenyra, Laenor et leurs enfants se font tout petits, Daemon enfonce un clou déjà très douloureux dans le pied de sa nièce. Et la tête des parents Velaryon quand ils l'entendent, une petite pépite. Le corps, ou plutôt un cercueil vide, est ensuite envoyé par le fond, car selon la tradition des Vélarions, ils doivent retourner à la mer, là où les Targaryens retournent au feu et aux cendres. Cette séquence est très émouvante, et il n'y a que cet abruti d'Aegon qui souffle et s'impatiente, tel un enfant gâté, trop bête pour faire preuve de respect et d'empathie. Juste après, on retrouve tout le monde sur la terrasse pour un dernier verre en l'honneur de la fille de Corlys et Rhaenys. A nouveau dans cette séquence, tout va être une question de regard et de conversations lourdes de sens qui vont tisser les événements à venir. On voit très vite les postures de Daemon et Alicent. Là où l'un est sur le côté et a l'air nonchalant, la reine est près du centre de l'attention, à côté du roi, et tous deux scrutent attentivement les faits et gestes de Rhaenyra. Rhaenyra qui rejoint son fils dans un coin lui aussi, et qui se demande pourquoi ils sont ici plutôt qu'à Harrenhal à pleurer leur vrai père. Ainsi Jacaerys accepte son ascendance, même si Rhaenyra panique et lui fait bien comprendre que ce serait inapproprié. J'ai bien aimé ce petit moment juste après avoir envoyé son fils réconforter les filles de Daemon, où Rhaenyra s'aperçoit des regards inquisiteurs de la reine et de son garde, et qu'elle abandonne maladroitement sa posture de mère pour celle de princesse. Très joli moment d'ailleurs quand le prince va réconforter sa cousine, et ce juste par sa présence. On comprend qu'il ne sache trop quoi dire, mais l'une d'elles lui prend la main, et cela suffit. Concernant l'autre petit prince aux cheveux bruns, Lucerys discute avec son grand-père Corlys, qui lui parle de son héritage futur, la Marque. Mais le petit prince fait lui aussi preuve de beaucoup d'empathie lorsqu'il répond qu'il n'en veut pas, car cela impliquerait que tout le monde serait mort autour de lui. Encore une belle preuve de l'éducation de Rhaenyra, plus basée sur l'humain que sur le pouvoir. Mais c'est peut-être aussi lié au fait qu'eux ne sont pas consanguins. La jeune princesse Aelena, décidément toujours perchée, même si j'admets qu'elle avait bien teasé les événements de cet épisode, et que ses paroles ici aussi pourraient bien avoir à nouveau des vertus prophétiques. Mais elle joue tout de même encore avec une bestiole, sous les yeux de ses frères, et Aegon qui se plaint de devoir l'épouser pour préserver la pureté de leur sang. Je reviens juste rapidement sur Aelena et ses délires avec les insectes. Est-ce que ce ne serait pas un genre de foreshadowing sur un potentiel délire de sorcière ou autre ? Ensuite, mon nouveau chouchou, ou pas, le dernier des forts, Larys, qui regarde Alicent avec insistance, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais celle-ci craint toujours la confrontation après ses aveux concernant l'incendie d'Harrenhal, et reste donc auprès de Sir Criston faisant mine de ne pas voir Larys. Rhaenys, évidemment très affectée par la perte de sa fille, réconforte ses petites filles alors que Laenor, complètement avinée et dévastée, fait trempette dans la mer. Ce à quoi Corlys réagit brutalement en l'envoyant chercher par son amant. Très bizarre comme moment, ce que tout le monde ne manque pas de remarquer. Rhaenyra est très seule pendant cette séquence, son mari est absent et hormis son fils, personne ne lui adresse la parole, pas même Daemon qui reste dans son coin. Et le roi qui lui a déjà lancé plusieurs regards, du genre viens me parler, est finalement obligé de se lever pour venir discuter avec son frère et tenter enfin de se réconcilier. Et Daemon est toujours aussi provoquant envers le roi quand il lui demande de rentrer à la cour. Daemon quitte alors les lieux, échange un dernier mot d'esprit avec Otto, qui fait son grand retour dans cet épisode, au final il aura été absent juste assez longtemps pour nous manquer, puis vient l'heure du coucher pour les enfants et les vieux. Rhaenyra envoie ses fils se coucher avant de suivre Daemon. Le roi annonce également qu'il va se coucher à sa femme Alicent, mais il l'appelle Aemma. Décidément, il est proche de la fin. Et Aegon cuve déjà son vin étalé dans un escalier quelconque. Pour finir, Aemon, toujours obsédé par les dragons, décide de s'éclipser lui aussi pour suivre les bruits émis par Vhagar qui se lamente de la perte de sa dragonnière. Ensuite, petite discussion entre les Vélarions, avec Corlys qui s'obstine dans ses illusions, autant sur la prétendue couronne de sa femme que sur son héritage, alors que sa femme, elle, s'inquiète d'avoir perdu les faveurs des dieux et remet son mari face à ses véritables ambitions. Elle demande également à ce que la Marque revienne à leur vrai sang et donc à la fille de Laena et Daemon car les autres ne sont pas des Vélarions. Ce à quoi il répond à juste titre que cela jetterait définitivement la honte sur les enfants de Rhaenyra et prononce une très belle phrase qui pourrait tout autant s'adresser à certains spectateurs. L'histoire n'a jamais eu la mémoire du sang, mais celle du nom. À bon entendeur. On passe à la balade nocturne de Rhaenyra et Daemon qui parlent de leur mariage. La princesse raconte même ses tentatives d'avoir un enfant légitime avec son mari, mais sans résultat et sans plaisir.
Un plaisir qu'elle a donc trouvé ailleurs. Ce que j'entends dans cette conversation, c'est « J'étais jeune, ok, mais maintenant je suis une femme qui sait ce qu'elle fait, donc si ça te dit... voilà ». Daemon tente également de lui faire ouvrir les yeux sur Otto et la reine, mais Rhaenyra n'est pas encore prête à accepter la vérité sur Alicent. Mais plus pour longtemps, heureusement. Ensuite, la conversation devient plus directe jusqu'à mener à ce qui devait arriver entre eux, dans une jolie petite cabane sur la plage. Enfin, on retrouve le jeune Aemon qui a rejoint Vhagar, l'immense dragon endormi sur le sable. Il tente de monter sur son dos et alors qu'elle semble refuser et le menacer de ses flammes, il suffit de quelques mots en haut valyrien. Il dit littéralement Vhagar serre-moi ou obéis-moi, Doerys voulant dire servir, rappelez-vous vos cours de valyrien. Vhagar accepte donc après ces quelques ordres et laisse Aemon lui grimper dessus avant de s'envoler et faire quelques tours de l'île. Une séquence qui ne vaut pas un Jon sur Rhaegal pour la première fois en termes de palpitance et d'effets spéciaux, mais elle reste plutôt bien et on comprend à quel point cela doit être grisant pour le jeune prince, qui d'ailleurs ne se sent vraiment plus pissé après ça. Les filles de Daemon qui ont vu cela de loin et se sentent lésées par le vol de Vhagar le jour des funérailles de leur mère vont réveiller les enfants de Rhaenyra pour ensuite aller confronter Aemon sur son vol. Et le blond à l'orgueil survolté s'en prend violemment d'abord en mots puis physiquement à ses cousines. Et il se mange une belle patate de l'une d'elles, à quoi il répond par la même, poussant alors les deux garçons à les défendre. J'ai vraiment cru qu'Aemon allait fracasser le crâne du plus jeune à coups de pierre, mais il se retient et les traite de bâtards. C'est alors que les autres garçons exécutent un combo qui va lui coûter un œil, avant que le chef de la garde royale n'arrive à la rescousse. Une scène très violente donc, mettant en scène des enfants et qui malgré tout aurait pu finir bien pire. Du Game of Thrones comme on aime pour ne pas changer. Rhaenyra et Daemon ont aussi vu le vol de Vhagar de loin. Et lorsqu'ils reviennent, c'est pour découvrir le carnage. Tout comme les Velaryon qui n'avaient même pas été prévenus alors que l'on est chez eux. En effet, alors qu'Aemon est défiguré et a définitivement perdu son œil, Alicent enrage contre son fils aîné qui n'était pas là pour le protéger et contre les enfants coupables. Et même contre le roi qui tente de tirer le vrai du faux de cet événement tragique. Otto observe attentivement sans s'en mêler, de même que Daemon qui montre même son amusement face à cette scène. Alors que Rhaenyra, ne connaissant aucun détail, tente de désamorcer la situation, Alicent crie à l'embuscade et à la tentative de meurtre et demande réparation. C'est alors que Rhaenyra, pour défendre ses enfants, doit admettre l'insulte qui leur a été faite, une calomnie les traitant de bâtards. Bien joué Rhaenyra, même si le terrain est glissant, il était temps de crever l'abcès et que le roi tire les vers du nez Daemon pour démasquer l'origine des rumeurs. Mais c'est chaud. Bien que le roi comprenne d'où viennent ces accusations, la reine, les enfants du roi réussissent à éviter de répondre clairement en faisant une sorte d'évidence, du genre tout le monde le sait, c'est évident, regardez-les. De plus, alors que le roi demande à parler à Laenor, encore absent, la reine en rajoute encore en parlant de ses occupations nocturnes ouvertement devant toute la cour. Décidément, quelle connasse. Et Sir Criston se marre, décidément il n'y a plus de respect du côté des Verts. Le roi éclate enfin de rage en ordonnant que ceci n'est qu'une rumeur, qu'il ne veut plus entendre et qu'en tant que famille ils doivent se réconcilier, point barre. Mais non, Alicent réclame vengeance, la loi du talion, littéralement, un œil pour un œil. Elle va même jusqu'à ordonner à Sir Cole de prendre un œil au jeune prince Lucerys, ce que Criston refuse poliment. Ah, enfin, son esprit chevaleresque réapparaît un peu. Puis la reine craque, s'empare de la dague du roi et se précipite vers Rhaenyra qui s'interpose pour protéger ses enfants. On y est enfin, Alicent la folle, que tout le monde voit à présent pour ce qu'elle est, alors que les deux femmes luttent et tranchent définitivement toute trace de lien qu'il aurait pu rester entre elles. Les camps des Verts et des Noirs s'affichent ici de plus en plus clairement. Cette image ensuite de Rhaenyra qui regarde la dague devant les flammes comme hypnotisée, pour nous montrer qu'elle reste consciente à chaque instant de la chanson de glace et de feu dont elle est aujourd'hui la dépositaire et dont dépend tout le sort de l'humanité. Rhaenyra sait qu'elle est le meilleur espoir pour que la prophétie perdure et s'accomplisse. Finalement, c'est Aemon qui met fin au débat en annonçant que c'était un prix honnête en échange de son nouveau dragon, sous les yeux fiers de son grand-père Otto. Sa dynastie semble de plus en plus concrète pour lui. En effet, avec un retour de la traditionnelle conversation père-fille, mais cette fois avec Otto et Alicent, on le voit lui dire à quel point il est fier d'elle alors qu'elle prend enfin le parti de sa famille aussi farouchement. Il admet également que le jeu auquel il joue est très laid, mais cela n'empêche que les plans d'Otto sont toujours plus près de se concrétiser maintenant que le plus grand dragon que l'on verra dans la série a rejoint le camp des Hightower. En opposition à ces deux maîtres tacticiens, Laenor, qui a toujours été une déception sur le plan politique, se montre très humain face à une Rhaenyra blessée. Leur conversation prouve encore l'affection de chacun envers l'autre, et il promet d'enfin jouer son rôle de mari et de père. Mais les mots qu'il prononce vont être interprétés différemment par Rhaenyra. Elle mérite un vrai mari, oui. Un mari qui saura la protéger, oui, mais dans son esprit ce ne sera pas Laenor. En effet, on retrouve juste après ça Rhaenyra qui observe le navire du roi qui repart de Lemarque, suivi par Vhagar et également deux autres dragons, peut-être Feu du Soleil et Dagon, et le second est probablement celui d'Aelena. Ainsi donc ce seraient là les dragons du camp des Verts. Cette scène pose encore un parallèle, alors que Rhaenyra parle à Daemon du pouvoir du feu dans leur famille, en opposition à la mère des Velaryon, et on conclut donc que le seul moyen de maintenir son pouvoir serait d'épouser Daemon, ainsi ils seraient tous deux incontestables. Et en face nous avons Alicent qui se fait aborder par Larys alors qu'elle est seule, et qui lui verse ses paroles mielleuses dans l'oreille. Il propose également ses services pour toute éventuelle action définitive, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors que quelques temps plus tôt elle aurait été choquée par sa proposition, ici elle dit seulement que ce n'est pas pour maintenant, mais qu'elle retient sa proposition pour un temps plus opportun.
Elle a donc bien franchi une limite et se lance à présent entièrement dans le jeu des trônes. Rhaenyra qui pousse donc Daemon à faire tuer son mari afin de libérer la place de prince consort. Elle tente d'ailleurs encore de se raccrocher à l'illusion qu'elle pourra régner sans cruauté ou terreur. Mais Daemon dément cela et accepte de rendre sa liberté à Laenor. Daemon qui confie cette mission à Qarl, l'amant de Laenor, faisant jouer sa basse naissance et un beau sac d'or. Mais alors que plus tard on voit les Velaryons pleurer devant le corps de Sœur Laenor, on comprend bien vite que les amants ont été plus malins et ont trouvé un moyen de libérer littéralement Laenor du poids de son nom sans avoir à le tuer pour autant. La dernière image de l'épisode nous montrant le fils Velaryon qui s'est rasé le crâne et qui quitte Westeros avec son cher ami. Et juste avant cela, on a assisté au mariage dans la plus pure tradition valyrienne de Daemon et Rhaenyra, échangeant leur sang et leurs vœux sur une plage de Père-Dragon. Espérons seulement qu'ils ont attendu quelques jours au moins et que l'offense faite à Corlys et sa femme ne soit pas trop évidente. Voilà, un épisode très riche comme d'habitude, une heure qui passe à toute vitesse et qui fait bouillonner notre sang et notre cervelle. Un épisode, si vous me permettez le jeu de mots, qui fait jeu, set et la marque. Bon, ok, c'était nul, mais cet épisode était au contraire excellent, comme à l'accoutumée, avec juste ce qu'il faut de violence physique et psychologique, avec une bonne dose de dragon, et à la réalisation toujours aussi satisfaisante. En espérant que cette vidéo vous a plu, merci d'être resté jusqu'à la fin, pensez à vous abonner et à liker la vidéo en partant. A très vite sur Anakaland. Bye.